Exposés, partagés, likés, les corps des influenceurs inondent le réseau jusqu'à saturation et imposent un nouveau modèle copié à des millions d'exemplaires. La quête de validation numérique nourrit un concours de beauté et de popularité permanent, arbitré par 2 milliards de jurés. Partout dans le monde, les utilisateurs ont voulu gagner leur part de célébrité Instagram. Pour y parvenir, ils ont commencé à scruter les indicateurs de l'application. Les commentaires des abonnés, le nombre de likes, les retours qui les informaient qu'un décolleté est toujours plus payant qu'une poitrine recouverte. Chaque mois, nous sommes 2 milliards à nous connecter sur le même réseau social, Instagram. Nous y partageons 100 millions de photos et de vidéos quotidiennement. C'est une application qui a transformé notre économie, notre relation à la célébrité, nos médias, le monde de la mode, de la beauté, ce que nous faisons en ligne et dans la vie. Le jeu sur Instagram est d'apparaître plus célèbre, plus glamour que vous ne l'êtes dans la vraie vie. Peu importe à quel point vous êtes connu en réalité, il faut que la vie soit parfaite, plus colorée, plus excitante. Partout, tout le temps, chez soi, en vacances, à table. 1, 2, 3. Et pour y parvenir, tous les moyens sont bons. Désormais, les patientes viennent avec des photos de célébrités d'Instagram. Nicki Minaj, Kim Kardashian. Les gens veulent être comme elles. Tu fixes bien tes sourcils et ça dure toute la journée. Je sais pas si les gens ils vont toujours m'aimer en réalité. Peut-être qu'un jour les gens ils vont se réveiller et vont se dire j'en peux plus d'elle. Et puis c'est fini quoi. L'application, présente dans le téléphone de 8 adolescents sur 10, peut se révéler particulièrement toxique. Ma fille était obsédée par Instagram. Elle ne faisait que parler des filles qui étaient très belles sur Instagram. Les dirigeants de l'entreprise savent comment rendre Facebook et Instagram plus sûrs. Mais ils ne feront rien parce qu'ils placent leurs profits astronomiques au-dessus des utilisateurs. Instagram, l'application la plus téléchargée au monde, révolutionne la communication, standardise nos goûts et reformate nos vies pour son plus grand profit. L'histoire d'Instagram commence en Californie, au cœur de la Silicon Valley, sur le campus de la prestigieuse université de Stanford. Nous sommes à la fin des années 2000, Facebook n'est alors qu'une start-up et Twitter n'est pas né. À San Francisco, dans l'industrie numérique, tout est encore possible. 2 étudiants, Kevin Systrom et Mike Krieger, rêvent de s'y faire une place. J'ai rencontré Mike Krieger et Kevin Systrom, les fondateurs d'Instagram, à l'université. Mike est cet ingénieur très performant. Et Kevin, ce décideur flamboyant, quelqu'un qui peut diriger de grandes équipes et organiser de très beaux événements culturels. Il était connu à Stanford pour ses fêtes incroyables. Kevin sort du lot. En même temps, il ne prétend pas être plus intelligent que qui que ce soit. Il a étudié à Florence, en Italie, où il a appris à développer des photos en utilisant la chimie. C'était génial de voir quelqu'un qui maîtrisait vraiment le langage de la photographie
construire une appli de photos au lieu d'essayer seulement de faire de l'argent. En 2010, lors d'une des mythiques conventions d'Apple attendues dans le monde entier, Steve Jobs annonce le lancement d'un nouvel iPhone révolutionnaire. Ce téléphone est sans doute la chose la plus élaborée et aussi la plus belle que nous ayons fabriquée. Instagram n'a été possible que grâce à une évolution technologique rapide et soudaine. La sortie de l'iPhone, l'amélioration des appareils photo intégrés. Avec ses applications accessibles en un clic, le monde est désormais à portée de doigt. Kevin Systrom décide de créer sa propre appli, un réseau social dédié au partage de photographies. Il lève 500 000 $ auprès d'investisseurs et lance avec Mike Krieger Instagram. J'ai entendu parler d'Instagram le 8 octobre 2010, 2 jours après le lancement de l'application. Je me suis inscrit immédiatement et j'ai commencé à tout regarder différemment. Instagram était la première application qui profitait du fait que nous avions désormais ces appareils photos dans nos poches. Nous pouvions aligner notre vie connectée avec notre vie réelle. L'équilibre parfait entre l'image et le réseau social en a fait une application profondément addictive. Au tout début, les gens prenaient simplement des photos de leur quartier, de paysages urbains, de leurs repas. Instagram au début était vraiment une application pour hipsters. On prenait des photos de street art dans des petits cafés. Quand les gens ont rejoint Instagram, ils ont découvert un produit vraiment très cool. Ils ont vu ce que les autres postaient et ont voulu faire partie de cette tribu branchée. J'ai rencontré Mike et Kevin dans un bar près de leur bureau. Grâce à leur première levée de fonds, Systrom et Krieger s'installent dans des bureaux mal chauffés sur les quais de San Francisco. C'est le berceau d'Instagram et le début de sa légende. Cette nuit-là, après quelques verres, Kevin m'a demandé si je pouvais les aider à concevoir les filtres. Je leur ai dit « génial, bien sûr ». La recette, le secret de fabrique d'Instagram, ce sont les filtres, intégrés à l'application, qui subliment le moindre cliché et donnent aux photos carrées ses couleurs délavées, reconnaissables au premier coup d'œil. Au début, les filtres étaient censés améliorer nos photos prises avec l'iPhone. Mais finalement, ces filtres nous ont appris que tout ce que l'on postait sur Instagram devait être plus beau, plus brillant, qu'on pouvait transformer la réalité, quitte à mentir un peu, pour poster du contenu parfaitement instagrammable. Le succès immédiat de la plateforme dépasse les espérances de ses créateurs. 3 mois après son lancement, Instagram compte déjà 1 million d'abonnés. Rapidement, les célébrités investissent le réseau qui détrône les pages People des magazines. Les sœurs Kardashian abandonnent la télé-réalité dont elles étaient les reines et deviennent les premières icônes d'Instagram. Sous la houlette de leur mère, Kris Jenner, elles deviendront milliardaires. J'ai parlé avec Kris Jenner, qui est la mère et la manager des Kardashian. Elle m'a dit qu'au début, beaucoup de célébrités de premier rang n'étaient pas intéressées par l'application. Elles pensaient que si elles postaient des choses privées sur Instagram, cela nuirait à leur célébrité, parce que cela dévoilerait tout le mystère. Mais ce que Kris Jenner a compris, c'est que plus vous partagez votre vie privée, plus votre communauté se sent proche de vous. Quand Justin Bieber a rejoint l'appli, les gens ont commencé à publier des photos et à attendre impatiemment des likes et des followers. Et puis ça s'est popularisé très rapidement. Tous ces jeunes fans ont rejoint l'application et ont commencé à en faire un lieu de pop culture.
À 17 ans, Justin Bieber est alors une star planétaire. Sa première photo prise sur une autoroute californienne en 2011 rencontre un tel succès qu'elle paralyse la plateforme. L'application se développait trop rapidement pour que son équipe d'ingénieurs puisse la gérer. Mike Krieger, le PDG, se faisait des cheveux blancs en essayant simplement de maintenir les serveurs en fonctionnement. L'alerte sur son téléphone le réveillait dès qu'il y avait un problème. Il interrompait ses week-ends de camping, ses sorties au cinéma, ses fêtes d'anniversaire, uniquement pour remettre l'application en ligne. Gratuite, l'application connaît une croissance fulgurante. Moins d'1 an après son lancement, Instagram compte 10 millions d'utilisateurs pour seulement 8 salariés. Bien qu'elle ne dégage aucun bénéfice, la start-up, dernière pépite en date de la Silicon Valley, est convoitée par les nouveaux géants du numérique. Ils venaient juste d'emménager dans un nouveau local, peut-être 1 mois ou 2 auparavant, les bureaux de South Park. Pendant toute notre conversation, son téléphone vibrait parce qu'il recevait tellement de notifications. C'était le chaos permanent. Et cette petite entreprise, âgée de seulement 18 mois, a finalement reçu un appel de Mark Zuckerberg, qu'un des investisseurs d'Instagram décrivait comme le roi de l'Internet à l'époque. Facebook, riche d'1 milliard d'utilisateurs, 100 fois plus qu'Instagram, pèse alors 100 milliards de dollars. Insatiable, son fondateur, Mark Zuckerberg, entend régner sans partage sur les réseaux sociaux. On était une sorte d'ennemi pour Facebook à l'époque. On grandissait rapidement, on leur faisait peur. Alors il valait mieux que Facebook se rapproche de son ennemi et rachète Instagram. Facebook a été conçu pour les ordinateurs du bureau avec beaucoup trop de fonctionnalités. C'était compliqué à utiliser et il n'y avait pas d'application mobile satisfaisante. Mais sur Instagram, c'était simple et élégant. Ça a été imaginé spécifiquement pour les smartphones. Kevin Systrom ne voulait pas vraiment vendre Instagram, mais Mark Zuckerberg lui avait fait une promesse particulière. À savoir que si Instagram rejoignait Facebook, Kevin et Mike resteraient les fondateurs et les visionnaires. Lorsqu'il veut acheter une société, Mark Zuckerberg a l'habitude d'emmener ses fondateurs dans de longues promenades pour leur décrire sa vision d'un avenir commun. Et s'il décide de rester concurrent, Zuckerberg leur explique comment, avec ses moyens considérables, il peut les écraser. Le dimanche, Kevin Systrom a signé la vente de son application pour 1 milliard de dollars. Pour tous les médias, il s'agissait d'une dépense totalement insensée. This is the CBS Evening News with Scott Pelley. Instagram est devenu l'outil le plus populaire pour partager nos photos. L'application qui compte des millions d'utilisateurs a été absorbée hier par Facebook pour 1 milliard de dollars. L'idée que cette application, avec seulement 25 millions d'utilisateurs, aucun chiffre d'affaires à proprement parler et 13 employés, puisse valoir 1 milliard de dollars, était tout simplement inimaginable pour les acteurs du marché de la tech. Mark Zuckerberg voyait à quel point les gens tombaient amoureux d'Instagram. Il savait qu'on allait basculer du texte à l'image et qu'Instagram serait le moteur de ce changement. Lorsque Kevin Systrom et Mike Krieger ont annoncé à leurs employés qu'ils étaient rachetés par Facebook, les gens étaient horrifiés. Le produit Facebook n'avait rien à voir avec le produit Instagram. Il y avait trop de monde, c'était plein de notifications et dans certains cas, un danger pour les données personnelles. Quand j'ai appris que Facebook avait acquis Instagram, j'emmenais mon linge à la laverie. Heureusement, j'avais mon ordinateur avec moi. J'ai couru jusqu'au café le plus proche et j'ai commencé à écrire le plus vite possible. 4 minutes plus tard, mon article sur l'acquisition était publié.
On a commencé à rencontrer des gens au siège de Facebook. C'était surréaliste. Mark Zuckerberg passait au garage de notre bureau, un peu maladroitement. Il essayait de nous saluer et de nous souhaiter la bienvenue. Mais vous savez, c'est Mark. Ce n'est pas la personne la plus chaleureuse. Le reste de l'équipe de Facebook ne savait pas trop quoi penser de nous, car c'était la première entreprise dont ils faisaient l'acquisition, mais dont ils n'allaient pas tuer le produit. Instagram ne gagnait pas encore d'argent. On savait qu'en revanche, ils en brûlaient des tonnes. Et donc, lorsque Facebook a annoncé le rachat d'Instagram, cela avait du sens. Facebook allait pouvoir appliquer son modèle de ciblage publicitaire à Instagram. « 18 mois après son acquisition par Facebook, le jour où le réseau franchit les 150 millions d'utilisateurs, Mark Zuckerberg impose la publicité sur Instagram pour rentabiliser son achat. Dans un premier temps, un annonceur et une publicité par jour seulement. Une montre de luxe du styliste Michael Kors ouvre le bal. Ils étaient très prudents sur l'utilisation de la publicité. Ils savaient que ça pouvait agacer les utilisateurs d'origine, et donc Kevin Systrom lui-même devait valider chaque pub ajoutée à l'application. La façon dont les pubs étaient vendues aux employés était la suivante. Ça va être comme un magazine de luxe, comme Vogue. Et nous avons assisté à la naissance d'une esthétique Instagram. Des photos parfaitement produites, comme dans une campagne publicitaire professionnelle. Et je pense que plus les comptes Instagram se remplissaient d'images parfaites, très léchées, plus on perdait en authenticité. Très vite, les marques ont compris qu'en plus des publicités classiques, elles pouvaient désormais aller voir telle personne qui a beaucoup d'abonnés et lui demander de parler de leurs produits. C'est comme ça qu'est né le marketing d'influence. À partir de ce moment-là, il y a eu de plus en plus de propositions de partenariats. Les gens se battaient pour y arriver. Le marketing d'influence et les annonceurs sont arrivés sur Instagram. Les gens étaient payés pour placer des produits, pour parler de telle ou telle marque, d'un hôtel où ils avaient séjourné ou d'un restaurant. Instagram invente un nouveau modèle. L'utilisateur devient l'ambassadeur des marques. Il leur vend son influence sur sa communauté d'abonnés. Une roue de la fortune numérique avec beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Seule une poignée d'influenceurs dans le monde atteint le million d'abonnés. 4 sur 100 000. Pour le marché des influenceurs, il est découpé en énormément de niveaux selon leur degré d'influence. Typiquement, on va avoir les énormes influenceurs qui sont pour la plupart du temps des célébrités qui, eux, font avoir jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'abonnés à leur compte. Ensuite, vous avez des niveaux d'influenceurs qui sont moindres, qu'on va appeler des macro-influenceurs, qui vont être à 1 million ou plusieurs millions d'abonnés. Ensuite, vous allez avoir les micro-influenceurs, entre 10 000 et 100 000 abonnés. Ça va être autour de 1 000, 2 000, parfois 5 000 euros. Et après, vous allez avoir les nano-influenceurs qui peuvent même descendre jusqu'à moins de 1 000 abonnés. Et qui, eux, vont être payés en nature, avec des produits, des services, des goodies, parfois même juste des codes promo. Tous ces gens-là, mais même un influenceur qui va faire quelques contrats, ne peut pas vivre. La plupart ont un métier à côté.
Avec le marketing d'influence, Instagram est devenu complètement narcissique. Bon, la story, elle a un peu bugué, mais du coup, voilà, c'est pour vous dire que ma petite robe chemise vient de ASOS. J'ai mis mon petit sac Yves Saint Laurent, mes petites bottes The Couples, et puis voilà, les bijoux. Là, tout ça, c'est ASOS, les trois. Instagram s'est mis à ressembler à un gigantesque centre commercial. On a commencé à nous vendre des produits en permanence sans que l'on sache quels étaient les intérêts réels des personnes qui les recommandaient. Très vite, Instagram augmente le volume de publicité sur l'application. De plus en plus de contenu trash et de mauvaise qualité apparaît. Beaucoup de gens prétendaient promouvoir une marque, et lorsque vous appeliez la marque en question, personne n'avait entendu parler d'eux. C'était le Far West. Il n'y avait aucun contrôle. Dans Instagram, il y a quand même une obligation de mise en scène de soi qui est au départ normale, c'est-à-dire comme tout le monde se met, on prend des selfies, etc. Ça, c'est la phase de l'usage ordinaire d'Instagram. Mais petit à petit, vous vous rendez compte que si vous voulez gagner de l'audience, attirer du public, faire réagir vos correspondants, eh bien, il faut absolument se mettre en scène et travailler cette mise en scène. On raconte une histoire, d'une certaine façon. On fait croire qu'on vit une vie extraordinaire, qui évidemment a tendance plutôt à se passer à Dubaï, aux Seychelles ou ailleurs que dans les cités ouvrières françaises. Mais il n'empêche que c'est ce style-là qui va mobiliser l'attention et qui va se reproduire. Moi, j'ai des bébés cheveux. Des petits bébés. Âgés d'à peine 20 ans, certains influenceurs se voient propulsés à la tête de collections de prêt-à-porter éphémères. Une mode bon marché et jetable pour adolescentes, la fast fashion, conçue pour séduire l'audience d'Instagram. Ouais. On va regarder. Bien un peu en mouvement, non? Ouais, c'est bien. L'influenceur a pris le pouvoir. Il ne se contente plus de faire la promotion d'un produit. Ouais, on en fait une peut-être plus dynamique au début. Ok. Quand tu veux, vas-y. Il le conçoit, y appose son nom et le diffuse auprès de ses centaines de milliers d'abonnés. Ça, j'aime bien, celle-là. D'accord. Et après, du coup, il en tu faut veux une dire plus celle-ci close-up. Ouais. Est-ce que tu veux s'y tirer ou tu veux qu'on travaille un peu plus? Peut-être tirer un peu plus la chemise pour pas qu'il y ait trop de... De plis là? Ouais. Ça. Ok, alors là on va stimer le haut pour y revenir et pour... La vidéo, la jupe. Ouais, tu peux faire la vidéo avant, oui. Ouais. Une des premières marques avec qui j'ai travaillé, c'est Don't Call Me Jennifer, donc c'est une marque de prêt-à-porter. Et on a créé ensemble une collection de vêtements, donc c'était la collection My Adorable. Et en fait, je suis entièrement libre de faire ce que je veux. Donc si j'ai envie de faire un sac, 3 t-shirts et 10 pantalons, je suis libre. Le développement de produits spécifiques, c'est un moyen pour les influenceuses de générer des royalties, de générer des revenus. Elles auraient tort de s'en priver si les marques payent. Maintenant, encore une fois, on est à la quintessence du produit jetable, du produit qui va faire un buzz à un moment donné et qui va être remplacé par une autre collaboration d'une autre influenceuse ou d'un autre influenceur avec une autre marque. Exposés, partagés, likés, les corps des influenceurs inondent le réseau jusqu'à saturation et imposent un nouveau modèle copié à des millions d'exemplaires. La quête de validation numérique nourrit un concours de beauté et de popularité permanent, arbitré par 2 milliards de jurés. Partout dans le monde, les utilisateurs ont voulu gagner leur part de célébrité Instagram. Pour y parvenir, ils ont commencé à scruter les indicateurs de l'application. Les commentaires des abonnés, le nombre de likes, les retours qui les informaient qu'un décolleté est toujours plus payant qu'une poitrine recouverte. Effectivement, on s'aperçoit qu'Instagram aujourd'hui propose majoritairement des images qui sont du porno soft, cette standardisation des corps extrêmement normée.
Nicolas Kaiser-Bril, journaliste et membre de l'ONG Algorithm Watch, a enquêté sur l'algorithme d'Instagram. Nous, on a fait une enquête sur l'algorithme d'Instagram. On a pu constater que les photos d'hommes et de femmes en maillot de bain étaient montrées beaucoup plus fréquemment que les photos de paysages ou de nourriture. Il y a clairement ce corps Instagram, donc qui est un corps entre 20 et 30 ans, souvent dénudé, mais dans le respect des conditions d'utilisation de Facebook et Instagram. Pour les femmes, de ne pas montrer les tétons, par contre tout le reste est autorisé et, d'après nos recherches, encouragé. Il y a très clairement un gros problème de misogynie chez Zuckerberg. Et par ailleurs, dans tout l'univers des ingénieurs qui créent et entretiennent les algorithmes d'Instagram et Facebook, il y a là encore une misogynie qui est très bien étudiée par les chercheurs. Sophie Vigier dirige une des écoles de pointe de la tech française. Son rôle, défendre la place des femmes dans le secteur numérique. Ce milieu probablement constitué de jeunes, d'adolescents qui sont des adolescents donc qui ont bien évidemment des difficultés avec l'autre, particulièrement avec l'autre sexe. On le voit dans la fantasmagorie geek, on voit que c'est en fait les femmes sont hyper sexualisées, toujours avec des énormes poitrines, et qu'il y a même une certaine forme de violence. L'un des premiers projets de Mark Zuckerberg, donc le patron de Facebook, Instagram, c'était un site pour classer les étudiantes de son université. Le fait qu'il n'y ait qu'une, on va dire, qu'il n'y ait qu'une partie de l'humanité, là en l'occurrence des hommes, blancs, cisgenres, CSP++, qui pensent les outils, ça amène évidemment des biais. Si ce ne sont que des hommes qui travaillent, ou en tout cas une grande majorité d'hommes qui travaillent chez Instagram sur les algorithmes qui permettent d'accéder et de sélectionner les profils plus valorisés, évidemment on va avoir leur regard et leur biais. Les obsessions des ingénieurs pour ces corps hypersexualisés ne sont pas sans effet sur les utilisateurs, soumis à cet impératif constant de standardisation. Tout cela a créé beaucoup de problèmes de santé mentale. Les utilisateurs sont devenus jaloux et envieux. La dysmorphie s'est généralisée, avec des gens mal dans leur peau, pas assez riches, ni assez célèbres pour avoir une vie excitante. Si vous n'avez pas un corps à la Kim Kardashian, il est possible d'en acquérir un. On a donc observé une augmentation radicale des opérations de chirurgie esthétique telles que le Brazilian butt lift. C'est une opération extrêmement dangereuse qui prélève la graisse au niveau de la taille et la réinjecte dans les fesses pour obtenir cette forme de poire. Miami semble avoir été conçue pour Instagram, une ville dédiée au culte du corps, capitale mondiale de la chirurgie esthétique. 20 000 femmes viennent s'y offrir un Brazilian butt lift chaque année. Un pactole de 100 millions de dollars pour les cliniques de la ville. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, Val ? Aujourd'hui, on a un lifting des seins suivi d'un Brazilian butt lift, une liposuction du ventre, des implants mammaires, une liposuction de la partie arrière des cuisses et enfin une augmentation mammaire. Ça va être une journée magnifique. Peut-être la plus belle journée au monde. Je ne sais pas. Avant les réseaux sociaux, avant Instagram, je n'étais qu'un simple père de famille qui travaillait dur dans la chirurgie. J'étais un peu connu à Miami et dans les environs en Floride du Sud.
Instagram a propulsé mon cabinet, ma marque, ma notoriété jusqu'à atteindre un public mondial. Aujourd'hui, partout dans le monde, je dis bien partout dans le monde, les gens m'arrêtent en me disant « Vous êtes le docteur Miami ?» Génial, t'es le meilleur, merci. De rien. L'opération la plus demandée est le Brazilian Butt Lift. On prend la graisse dont vous ne voulez pas à l'arrière et on la réinjecte pour redessiner les fesses. Bienvenue à nouveau dans le bloc opératoire. Mardi, magnifique, nous allons faire une lipo, des Brazilian Butt Lift. Venez voir comment je vais transformer ces magnifiques corps de femmes. Désormais, les patientes viennent avec des photos de célébrités d'Instagram. Nicki Minaj, Kim Kardashian. Elles sont très célèbres sur Instagram car elles ont sculpté leur corps à la salle de sport. Et les gens veulent leur ressembler. S'offrir le postérieur de Kim Kardashian sous le scalpel du docteur Miami est facturé 13 000 $. 2 journalistes ont enquêté sur une série de morts suspectes dans les cliniques de la région. Sur Instagram, de nombreux chirurgiens peu scrupuleux proposent des opérations à prix cassé. En Floride, n'importe qui peut ouvrir avec 10 000 ou 20 000 $ une clinique de chirurgie esthétique. Personne n'a besoin d'un permis spécial. Personne n'a non plus besoin d'être chirurgien, ni même d'une licence d'entrepreneur. Ces gens achètent des espaces publicitaires sur Instagram ou Facebook. Ils publient des photos ou des vidéos de chacune des opérations. Certaines cliniques fonctionnent même H24. L'Association des chirurgiens esthétiques des États-Unis a déterminé que le lifting des fesses est 20 fois plus mortel que n'importe quelle autre intervention de chirurgie plastique. Ma fille était obsédée par Instagram. Elle ne faisait que parler des filles qui étaient si belles sur Instagram. Ces femmes qui avaient fait un Brazilian Butt Lift. Elle l'appelait le BBL. Je suis moi-même médecin. J'ai appris qu'elle allait se faire opérer 24 heures avant. J'ai tenté de l'en dissuader. Je sais que ça a commencé avec les Kardashian. Elle admirait les sœurs Kardashian, la forme de leur corps, comme une bouteille de Coca-Cola. Ma fille a reçu un appel disant qu'elle pouvait venir chercher ma petite fille. Mais 5 minutes plus tard, nous avons reçu un autre appel, annonçant qu'elle avait été victime d'un arrêt respiratoire. Ce qu'on a découvert, c'est que ces types qui étaient censés effectuer un suivi échographique de l'opération ne l'ont pas fait. Il y a des médecins qui pratiquent ce type d'opération si dangereuse et si délicate, alors qu'ils ont uniquement suivi des cours le week-end. Un week-end, pour une procédure qui nécessite 6 à 8 ans d'études. Ce chirurgien devait prendre 3h30 pour opérer ma petite fille. Il a considéré qu'1 heure suffisait, parce que plein d'autres filles attendaient leur tour, pour 10 000 $ chacune.
Je ne peux pas cautionner cette façon qu'ont ces femmes de s'exhiber. Elles pensent que c'est bien, mais non, ce n'est pas bien, ce n'est pas naturel. Je pense que sans les réseaux sociaux, ma fille serait en vie. C'est ce que je crois. Sans cela, elle serait toujours là. Alors oui, je tiens les réseaux sociaux pour responsables. En 2018, Instagram franchit la barre du milliard d'utilisateurs et génère 8 milliards de dollars de revenus publicitaires, un tiers des recettes de Facebook. 8 ans après sa création, l'application hédoniste et arty conçue par Krieger et Systrom n'est qu'un lointain souvenir. Mark Zuckerberg a ouvert les vannes à la publicité de masse sur le réseau. Instagram est devenu la cash machine de Facebook. Au siège du groupe, la guerre est déclarée entre Zuckerberg et les fondateurs qui s'estiment trahis. Mark Zuckerberg avait une vraie raison de prendre le contrôle d'Instagram. Il voulait créer le plus grand réseau social du monde. Mark Zuckerberg n'a pas tenu la promesse d'autonomie qu'il leur avait faite. Cela a créé des tensions. Soyons honnêtes, c'était tout le temps tendu. C'est une des marques les plus singulières et les plus importantes jamais créées. Ils crachaient sur leur travail, ils ne respectaient pas ce qu'ils avaient construit. En 2018, Krieger et Systrom quittent le navire. Mark Zuckerberg a désormais les mains libres. Il en profite pour réfléchir secrètement au lancement d'une version d'Instagram dédiée aux moins de 13 ans, jusqu'alors interdit sur la plateforme. InstaKids. En octobre 2021, une lanceuse d'alerte, ancienne ingénieure de Facebook, relayée par le Wall Street Journal, révèle que le groupe a réalisé une étude sur la relation des adolescents à l'application, dont les résultats alarmants ont été sciemment dissimulés au public. Les adolescents reprochent à Instagram d'accroître leur niveau d'anxiété et de mal-être. Pour un adolescent sur 5, Instagram nuit à son estime de soi. Un scandale mondial qui entache le réseau social, dont la représentante est interrogée par le Sénat américain. Cette étude est une véritable bombe. Une preuve incontestable et alarmante que Facebook est tout à fait conscient de son impact négatif sur les jeunes et que l'entreprise a dissimulé ses résultats. Donc je vous demande de rendre public les milliers de pages de ce document. Merci, sénateur. Nous avons déjà publié une partie des rapports et nous cherchons la meilleure façon d'en révéler davantage. Et je veux être très clair, ces recherches ne contiennent rien d'explosif. Pour les adolescents, Instagram est pire qu'un concours de popularité dans une cafétéria de collège. Parce que tout le monde peut voir immédiatement qui est le plus populaire et qui est le moins populaire. Pour les jeunes, Instagram est comme la première cigarette. Facebook opère tout simplement comme l'industrie du tabac. Ils poussent à la consommation alors qu'ils savent que c'est dangereux pour la santé des jeunes. Et ils le font dès le plus jeune âge pour faire de l'argent. Pur produit de la Silicon Valley, Frances Haugen, ancienne ingénieure modèle de Facebook, vient témoigner contre son ex-employeur. Les dirigeants de l'entreprise savent comment rendre Facebook et Instagram plus sûrs, mais ils ne feront rien parce qu'ils placent leurs profits astronomiques au-dessus des utilisateurs.
Alors je pense qu'InstaKid est vraiment le degré ultime, si vous voulez, de l'immoralité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre capter l'attention des plus petits de cette façon-là, quoi. On sait déjà qu'ils ont tendance à le faire. Le problème est plutôt justement de ralentir et d'éviter qu'ils soient soumis immédiatement d'une part à ce rythme attentionnel et d'autre part à cette dictature des styles qui sont mis en scène dans Instagram et qui du coup font qu'on va avoir des petites filles, notamment des petites filles évidemment, qui vont devenir déjà des bimbos pour correspondre à des modèles. Face à la polémique, Mark Zuckerberg finit par mettre en pause le projet InstaKids. Mais un événement planétaire, aussi soudain qu'imprévisible, va permettre de booster l'audience du réseau. En mars 2020, la pandémie de Covid contraint la moitié de l'humanité à s'enfermer chez elle et à se réfugier derrière ses écrans, pour le plus grand profit d'Instagram. La pandémie du Covid a été un vrai choc pour Instagram. La plupart des événements pendant lesquels nous prenions des photos n'avaient plus lieu. Nous sommes alors devenus tellement plus dépendants des réseaux sociaux pour rester en contact avec nos proches qu'Instagram a été l'un des grands bénéficiaires du Covid. Instagram a fait une croissance énorme ces dernières années. Son chiffre d'affaires publicitaire est passé de 9 milliards en 2019 à quasiment près de 18 milliards estimés pour 2021. L'industrie du spectacle a dû trouver un autre endroit pour toucher le public. Et ils sont nombreux à avoir choisi Instagram. Des DJ, des comédiens. John Legend avec Chrissy Teigen assis sur son piano. C'était un endroit où les gens pouvaient retrouver un peu des spectacles et des divertissements dont ils étaient privés à cause du Covid. Bonjour à tous. Tu as quelque chose à dire, Chrissy? Eh oui, c'est le public qui a choisi ta tenue aujourd'hui. Une serviette de bain. C'est un bon choix. Et elle a mis un turban. Oui, j'ai un turban. On a vu l'esthétique d'Instagram se transformer avec l'apparition de photos plus naturelles ou travaillées pour avoir l'air spontané. Bon dimanche à tous. Il est très tôt pour moi. J'ai pas mal tourné ces derniers jours. Je devrais encore être au lit. Mais bon. Après le Covid, nous nous sommes mis à partager davantage nos sentiments, nos émotions, nos épreuves personnelles sur l'application. Il ne faut pas perdre de vue que les réseaux sociaux en général, Instagram et tous les autres, ont été un formidable vecteur d'émancipation pour de très nombreuses personnes qui n'avaient pas de visibilité dans le monde d'avant Internet. Des minorités raciales, des minorités sexuelles. La gravité de la pandémie a mis en relief la vacuité d'Instagram devenue trop futile, trop mercantile, parfois obscène. Une mise à jour s'opère alors. Des activistes qui soutiennent la cause noire, le féminisme, les luttes LGBT et d'autres combats s'emparent du réseau. C'est devenu très facile de partager un message que les gens ont trouvé ailleurs. Ils n'ont même plus besoin de l'écrire, ni même de comprendre vraiment le concept. Ils ont juste à faire une capture d'écran qu'ils intègrent à leur propre publication. Chaque semaine à Manhattan, au cœur de Greenwich Village, à Stonewall, lieu historique de la lutte LGBT, des manifestants rendent hommage aux victimes noires, gays ou trans de violences policières. Nous, les personnes transgenres, nous devions rester cachés là où la société n'aurait pas à supporter notre immoralité. Nous risquions notre vie. J'ai émigré du Caire en Égypte.
Je suis arrivé ici en 2008. J'ai fui les persécutions et les tortures que j'ai subies en Égypte. Pour moi, la liberté, c'était de ne plus me cacher. Et je me suis plongé dans le monde de la nuit, de la fête. Je faisais des performances. Et tout ça me détournait de ce qui avait une réelle importance. Et quand le Covid a frappé, le monde entier s'est retrouvé sur Instagram. Et moi, tous les jours, j'entendais parler de meurtres de personnes trans. Puis, il y a eu le meurtre de George Floyd. Ces images m'ont bouleversé. Je suis sorti dans la rue et j'ai rejoint le mouvement. Il fallait que je m'engage moi aussi. Au Moyen-Orient, il est impossible d'être transgenre, de sortir dans la rue et d'être soi-même. Le seul réseau social qu'ils ont, c'est Instagram. Et le seul moyen de communiquer avec moi, c'est Instagram. Salut. Bonjour. Salut mon bébé, tu vas bien? Ça va bien. Je t'appelle pour te dire quelque chose à propos de ta sœur, Etage. Elle a obtenu un visa humanitaire. Oui, c'est confirmé par le ministère de l'Intérieur. Donc elle va pouvoir venir à Paris? Oui. Avec toutes les tortures qu'elle a endurées au Yémen, elle va avoir un traumatisme profond. On va s'assurer qu'elle soit bien à Paris, près de toi. Tu pourras prendre soin d'elle. Rétage a besoin d'être entourée. Quelqu'un m'a contacté d'Arabie Saoudite pour me parler d'une fille qui s'appelle Rétage. J'étais menacée par les forces de l'ordre et aussi par ma famille qui m'a dénoncée à la police. Ce jour-là, j'avais sauvegardé sur mon téléphone portable des photos de moi maquillée et bien habillée. Ils m'ont emmenée au commissariat et dès que je suis arrivée, ils m'ont frappée avec des menottes et ils m'ont cassé une dent. Ils me torturaient toujours avec des menottes et me grillaient comme un morceau de viande. C'est grâce à Instagram que j'ai trouvé Iman. C'était notre seul moyen de communiquer. À travers Instagram, ma vie a commencé à s'intégrer à celle d'Iman. Ils vont te poser la question suivante. Quelle est la dernière ville où tu as habité avant de quitter le Yémen? Tu peux répondre, j'ai quitté la ville de Sanaa et je me suis dirigé vers la ville d'Aden pour prendre l'avion. À partir du moment où nous sommes entrés en contact, j'ai pu la faire sortir du Yémen et la faire venir dans un pays sûr. Bienvenue. Ma chère, regarde-toi. Tu vois, ça fait combien de temps qu'on parlait sur Instagram? Peut-être un an?
On n'avait jamais imaginé se rencontrer en face à face un jour. Non, jamais. À notre époque, tout est possible. Rien n'est figé. « 12 ans après sa création sur les rives du Pacifique, 10 ans après son absorption par Facebook, l'application rêvée par Systrom et Krieger reste étonnamment perméable aux soubresauts du monde. Un rêve encore défendu jusqu'à la tribune du Congrès par une ancienne employée qui continue à croire aux promesses des fondateurs d'Instagram. Je crois dans le potentiel de Facebook. Nous pouvons avoir un réseau social que nous aimons, qui nous connecte tous, sans mettre en péril nos démocraties, sans mettre en danger nos enfants, sans attiser les violences ethniques dans le monde. Nous pouvons faire mieux.